Les vaisseaux du Conseil arrivèrent sans prévenir. Ils ne planaient pas comme des visiteurs. Ils se dressaient comme des bourreaux. Des vaisseaux noirs, marqués de sceaux extraterrestres, planaient au-dessus du ciel terrestre, occultant le soleil dans certaines régions, plongeant des villes entières dans une ombre qui faisait murmurer aux habitants des prières qu'ils n'avaient pas dites depuis des années. Les présentateurs tremblaient en lisant les scripts que les envahisseurs leur avaient remis. Par décret du Conseil galactique, la Terre a été classée monde sujet de niveau 3. Un ordre de tribu a été émis. Son respect est obligatoire. Leurs exigences étaient simples. Sur le papier, chaque année, la Terre fournissait des vaisseaux remplis de minerais, de technologies, de nourriture et même de travailleurs. Un échec signifiait l'anéantissement. L'humanité n'était pas la première à faire face à un tel ultimatum. D'autres espèces avaient déjà été brisées. Certaines plièrent le genou, d'autres furent anéanties, leurs étoiles brûlant des cendres de la rébellion. Le Conseil attendait l'obéissance. Il s'attendait à la peur. Il s'attendait à ce que la Terre baisse la tête comme les autres. Le général Alden Hargrove n'était pas fait pour obéir. Il avait passé des décennies dans l'armée, un homme endurci par les zones de guerre bien avant que l'humanité ne voie au-delà de sa propre planète. Ses cheveux étaient d'un gris fer, son visage marqué de cicatrices qui en disaient long. Lorsque l'ordre du Conseil traversa les centres de commandement militaire, Hargrove resta silencieux, les poings crispés jusqu'à blanchir ses jointures. Son second, le colonel Vega, murmura « Monsieur, si nous refusons, nous risquons l'extermination. Nous ne sommes pas prêts pour une guerre interstellaire. » Les yeux d'Hargrove restèrent fixés sur les mots brillants du décret extraterrestre. Monde soumis, tribu. Il ressentait le poids de chaque insulte que ces mots portaient. Il ne voyait pas l'humanité comme des égaux, ni comme des rivaux, ni même comme des ennemis. Juste du bétail, des outils, des esclaves. « Je n'ai pas enterré la moitié de ma génération, » dit lentement Hargrove, sa voix râpant comme du gravier. « Juste pour livrer le reste comme du bétail. » Vega déglutit difficilement. « Et alors, que leur dire ?» Les représentants du Conseil arrivèrent en orbite, exigeant la réponse officielle de la Terre. Partout dans le monde, les dirigeants débattirent sans fin. Les politiciens suffoquaient de peur, les entreprises calculaient leurs profits, les chefs religieux annonçaient le jugement dernier. Mais le Conseil avait fixé une date limite, et elle arrivait à son terme. En fin de compte, ce ne fut ni le président, ni l'ONU, ni les PDG qui prirent la décision. Ce fut Hargrove et ses semblables, des hommes qui avaient combattu et versé leur sang, qui comprirent que parfois, la survie exigeait plus que la soumission. Elle exigeait la fureur. Le moment venu, l'envoyé holographique du Conseil se projeta au-dessus de la capitale terrestre. Sa forme était une masse de vrille mouvante, une forme qui n'était pas destinée à l'œil humain, mais la voix était parfaitement claire. Dites votre réponse. Allez-vous payer tribut, comme tous les mondes inférieurs doivent le faire? Dites votre réponse. Allez-vous payer tribut, comme tous les mondes inférieurs doivent le faire? Des milliards de personnes regardaient sur des écrans, dans les rues, dans des bunkers. Hargrove s'avança. Ses bottes résonnèrent comme le tonnerre dans le silence. Chaque caméra, chaque œil, chaque cœur tremblant était fixé sur lui. Il ne fit pas de discours. Il ne gaspilla pas ses mots en explications ou en négociations. L'humanité ne pouvait se permettre la politique. Il leur laissa un mot. Non. L'envoyé tressauta, son corps extraterrestre secoué de spasmes comme s'il avait été frappé. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, se propageant à travers toutes les émissions, toutes les radios, toutes les lignes numériques. Non. Le silence qui suivit fut plus pesant que n'importe quelle arme. L'espace d'un instant, même les vaisseaux du Conseil semblèrent hésiter. Puis vint le bruit. Non pas de la guerre, pas encore, mais d'1 milliard de voix surgissant de la terre, certaines terrorisées, d'autres furieuses, d'autres encore animées d'une fierté qu'elles avaient oubliée.
Le Conseil s'attendait à une soumission, pas à une défiance, ni de la part d'un monde soumis au tiers 3, ni de la part de créatures qu'ils considéraient comme insignifiantes. Dans leur arrogance, ils avaient oublié une vérité. L'humanité n'avait jamais su s'agenouiller. Et d'un seul mot, la Terre venait de déclarer la guerre. La silhouette de l'envoyé scintillait sur la place de la capitale, ses vrilles figées à mi-parcours. Pour la première fois, le porte-parole du Conseil semblait incertain. La seule syllabe du général Hargrove avait brisé l'ordre de l'univers comme un coup de feu dans une cathédrale. Des milliards d'humains observaient, le souffle coupé, attendant la réponse. Le silence s'éternisa, puis la voix de l'envoyé s'assombrit. Une vibration gutturale qui fit trembler l'air. Vous regretterez ce défi. L'humanité a blasphémé devant le Conseil. Vous avez choisi l'extinction. La projection s'éteignit, ne laissant que l'écho de ces paroles. À l'intérieur du bunker de commandement sous Washington, l'atmosphère était lourde de tension. Officiers, analystes et assistants murmuraient entre eux, mi-émerveillés, mi-terrifiés. Certains regardaient Hargrove comme s'il venait de les condamner tous. D'autres le regardèrent comme s'il avait enfin exprimé ce qu'ils avaient trop peur de dire. Le colonel Vega rompit le silence le premier. Le colonel Vega rompit le silence le premier. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous venez peu être de signer l'arrêt de mort de l'espèce entière. Hargrove se tourna vers lui, l'expression gravée dans la pierre. Alors, mieux vaut mourir que l'esclavage. Dans la salle, le personnel échangea des regards. Certains acquiescèrent d'un air sombre. D'autres murmurèrent leur désaccord. L'humanité était divisée bien avant l'arrivée du Conseil, par la politique, par la cupidité, par l'idéologie. Maintenant, ces fractures se creusaient. Un conseiller, un homme en costume repassé qui n'avait jamais porté d'uniforme de sa vie, frappa la table du poing. « Vous ne parlez pas au nom de la Terre, général. Le Conseil nous anéantira avant la fin de la semaine. Nous aurions pu négocier. Nous aurions pu gagner du temps. » Le regard d'Hargrove se fixa sur lui, froid et perçant. Négocier? Avec un fouet sous la gorge? On n'achète pas son temps aux esclavagistes, on vend son âme. Et je serais damné si je laissais la terre échanger sa dignité contre un autre lever de soleil. Le conseiller hésita sous son regard, mais la discussion était loin d'être terminée. Partout sur la planète, les réactions se divisaient comme une ligne de faille sous la pression. À Londres, des milliers de personnes ont défilé dans les rues, brandissant des banderoles sur lesquelles était inscrit un seul mot griffonné à la peinture. Non. Ils l'ont scandé jusqu'à en perdre la gorge, leur voix résonnant contre les vieux bâtiments en pierre, comme si la défiance elle-même était devenue sacrée. À Pékin, le gouvernement a dénoncé la réponse de Hargrove, la qualifiant d'imprudente et d'unilatérale. La réponse, la qualifiant d'imprudente et d'unilatérale, a pourtant envahi les places, scandant ce même mot, devenu un étendard de fierté et de rébellion. À Johannesburg, les églises se sont remplies de familles effrayées murmurant des prières. À Sao Paulo, les bars ont explosé de joie, les hommes levant leurs verres et criant ce mot qui avait défié un empire. Mais tout le monde n'a pas applaudi. Dans les coulisses du pouvoir, au sein des entreprises et des cercles d'élite, la peur s'est muée en rage. Les milliardaires, dont la fortune était menacée, ont exigé la démission de Hargrove. Les politiciens ont cherché des moyens de se démarquer de sa décision, alors même que la foule criait « Non !» devant leur porte, plus fort que jamais auparavant. Le monde était divisé, mais pour la première fois depuis des générations, il l'était sur la même question. La réponse du Conseil fut prompte. Au-dessus du ciel terrestre, leurs vaisseaux de guerre prirent position, masquant les étoiles en lignes si précises qu'elles ressemblaient à des cicatrices dans le ciel. Les villes se figèrent sous le hurlement des sirènes. Les avions à réaction décollèrent en arcs de cercle futiles, les pilotes luttant contre la peur, conscients que leurs appareils étaient des moucherons contre les dieux. La diffusion du Conseil revint, diffusée sur tous les appareils, toutes les chaînes, tous les écrans. Le même envoyé réapparut, mais sa silhouette bouillonnait de rage, ses tentacules se tordant comme des tempêtes.
Vous avez choisi la guerre. Très bien. Par décret du Conseil galactique, la Terre sera éradiquée si elle ne verse pas un tribut inconditionnel dans les 72 heures. La résistance sera synonyme d'anéantissement. Vos villes brûleront. Vos océans bouillonneront. Vos cieux se briseront. Ceci est votre dernier avertissement. Le message s'est terminé. Mais les vaisseaux sont restés, leurs armes en charge, rougeoyant d'un feu extraterrestre. L'humanité avait 72 heures pour s'agenouiller ou se préparer à combattre l'empire le plus puissant que la galaxie ait jamais connu. Dans la salle de guerre, Hargrove resta immobile, tandis que l'ultimatum se rejouait en boucle sur les écrans. Le colonel Vega prit la parole le premier. La voix rauque. « Ils vont nous frapper fort, monsieur. Nos satellites, nos flottes, tout. On ne tiendra pas une semaine. » Hargrove finit par se retourner. « Peu, être pas. Mais je préfère me battre plutôt que d'apprendre à nos enfants que la Terre s'incline devant n'importe qui. » Il désigna les écrans. « Ils nous trouvent faibles. Ils ont étudié nos armes, nos guerres, nos erreurs. Mais ils ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'à chaque fois que l'humanité a été acculée, nous avons riposté plus fort que prévu. » Un ingénieur à la table hésita avant de parler. « Monsieur, riposter ne suffira peu, être pas. Leurs vaisseaux peuvent raser des continents. Nous n'avons rien qui puisse égaler cette puissance de feu. » Le regard d'Hargrove se durcit. « Alors, nous ne combattons pas selon leurs conditions, nous combattons selon les nôtres. » Les premiers ordres furent donnés. Des sous-marins s'enfoncèrent dans l'obscurité, emportant des charges nucléaires qu'ils espéraient ne jamais voir utilisées. Des cellules de hackers du monde entier furent mobilisées, chargées de fouiller les signaux extraterrestres, d'en trouver les faiblesses, n'importe quoi. Les ingénieurs ont dépoussiéré des projets de budget secret, des armes expérimentales, des objets dont on parlait dans les milieux de la défense mais jamais déployés, et partout, hommes et femmes ordinaires se sont armés de tout ce qu'ils ont pu trouver. Des milices se sont formées à l'ombre des gratte-ciel. Les agriculteurs ont soudé des blindages de fortune à leurs tracteurs. Les agriculteurs soudèrent des blindages de fortune à leurs tracteurs. Les mécaniciens démantelèrent voitures et bus pour en faire des barricades. L'humanité se préparait non pas à la victoire, mais à la survie. Le Conseil les avait autrefois sous-estimés. Hargrove comptait bien s'assurer qu'il ne le soit plus jamais. Pourtant, malgré l'intensification des préparatifs, les fractures se creusèrent. À Genève, une faction de dirigeants mondiaux se réunit, furieuse contre Hargrove. Ils le qualifièrent de fauteur de guerre, de dictateur qui avait parlé au nom de milliards de personnes sans leur consentement. Certains murmurèrent qu'ils offriraient sa tête au Conseil en guise de tribut, croyant que cela pourrait les apaiser. D'autres complotèrent en secret, tentant de contacter les extraterrestres en secret, proposant de négocier des conditions séparées si leur nation était épargnée. La trahison fut profonde. Les rapports de ces communications secrètes parvinrent à Hargrove en quelques heures. Il écouta en silence, la mâchoire crispée à chaque mot. « Ils vont nous trahir », murmura Vega avec amertume. Les mêmes dirigeants qui ont saigné notre peuple pour le profit sont prêts à s'agenouiller juste pour leur survie. Hargrove ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse mais dure comme du fer. « Alors, nous leur rappelons ce qui arrive aux traîtres en temps de guerre. » La deuxième nuit, le Conseil passa sa première étape, sans avertissement. Un navire de guerre lança une lance de plasma brûlant dans l'océan Pacifique. L'explosion vaporisa des centaines de kilomètres carrés d'eau, créant une vague qui engloutit des îles entières. Des millions de personnes ont regardé avec horreur leurs écrans montrer la dévastation. Des villes détruites, des côtes effacées, des dizaines de milliers de morts en quelques minutes. Le message était clair. Agenouillez-vous, sinon tel sera votre destin. Dans les abris et les salons, les familles pleuraient, la peur se répandait comme une traînée de poudre. Et pourtant, parmi les cendres, quelque chose d'autre surgissait, la fureur. Le mot « non » se répandit plus vite que jamais, griffonné sur les murs, peint dans les rues, gravé dans les décombres des maisons détruites. Le Conseil avait montré les dents,
Mais il avait aussi révélé son arrogance. Au lieu de briser la terre, il avait offert à l'humanité ce qu'elle n'avait pas eu depuis des siècles, l'unité dans la rage. Dans le bunker, Hargrove se tenait devant les écrans, montrant la dévastation. Ses yeux étaient rouges, non pas de larmes, mais de feu. « Il pense que la peur nous brisera, dit-il. Mais la peur est un carburant, et nous sommes sur le point de brûler plus fort qu'ils ne peuvent l'imaginer. » Vega se pencha. « Quel est le plan, monsieur ?» Hargrove fixait la carte de guerre, les vaisseaux rougeoyants qui maculaient le ciel terrestre. Sa voix était basse, posée et mortelle. On ne leur accorde plus un mot, on leur tire dessus. Les 72 heures touchaient à leur fin, sur toute la terre. Les armes étaient prêtes, les soldats prêts, les civils s'armaient avec ce qu'ils avaient sous la main. L'humanité n'était pas prête, mais elle était prête. Et parfois, pensa Hargrove avec acharnement, la volonté suffisait à faire saigner les dieux. La troisième nuit fut lourde de silence. L'échéance du conseil s'égrenait, minute après minute, seconde après seconde, un compte à rebours diffusé sur tous les écrans, telle une horloge de la mort. Dehors, des vaisseaux de guerre extraterrestres planaient toujours au-dessus de l'atmosphère terrestre, vaste et immobile, masquant les étoiles en formation géométrique. Ils n'avaient pas besoin de bouger. Leur présence suffisait à étouffer tout espoir. Dans des bunkers à travers le monde, des soldats attendaient. Dans les villes, les familles se serraient les unes contre les autres. Au-delà des mers, des sous-marins avançaient silencieusement, hérissés d'ogives conçues pour des ennemis de chair, et non des titans d'acier. Dans le bunker de commandement de Washington, le général Hargrove se tenait devant le mur numérique lumineux qui cartographiait le ciel. Son uniforme était froissé, son visage était cerné, ses yeux fixes. Il n'avait pas dormi depuis des jours. Mais le monde non plus. Le colonel Vega s'approcha à voix basse. « L'heure limite approche, monsieur. Quel est l'ordre du jour ?» Hargrove ne répondit pas tout de suite. Il fixait les vaisseaux au-dessus de lui, chacun capable de scruter des continents entiers. L'humanité avait des armes. Certes, mais ce n'étaient que des moucherons lançant des pierres sur des géants. Il le savait. Tout le monde le faisait. Mais la guerre n'était pas qu'une question de chiffres. La guerre était une question de volonté. Et la volonté de l'humanité n'avait jamais été aussi forte. « Lancement ?» dit Hargrove. La première frappe n'était pas destinée à gagner. Elle visait à montrer au Conseil que l'humanité n'attendrait pas le massacre. Dans l'Arctique, des silos à missiles ont fendu la terre gelée, projetant des ogives nucléaires dans le ciel. Dans l'Atlantique, les sous-marins déchaînèrent leurs charges, des gerbes de feu fendant les eaux sombres. Dans les déserts du Nevada, des canons électriques noirs et bon marché tirèrent des projectiles de métal en fusion à des vitesses qu'aucun capteur extraterrestre n'aurait imaginé sur un monde de niveau 3. Les armes s'élevèrent comme une tempête. L'espace d'un instant, haletant, la Terre vit sa fureur s'envoler. Les vaisseaux extraterrestres réagirent instantanément. Les boucliers flamboyaient de couleurs indescriptibles pour l'humanité. Des missiles explosaient sans danger, le feu nucléaire se dispersant comme des étincelles dans un ouragan. Les projectiles des canons électriques s'écrasaient comme s'ils heurtaient des murs invisibles. Le plus grand arsenal de l'humanité, déchaîné avec fureur, effleura à peine la surface de l'armada du Conseil. Mais soudain, un événement inattendu survint. L'ogive d'un sous-marin explosa près de l'atmosphère, non pas contre un bouclier, mais suffisamment près pour le perturber. L'espace d'un instant, une section du blindage extraterrestre vacilla, et à cet instant, une balle de canon électrique la transperça, perçant un trou de la taille d'un bus dans la coque extérieure du vaisseau. L'explosion était faible comparée à la taille du vaisseau, mais elle était bien là, et pour la première fois dans l'histoire, le navire de guerre du Conseil saigna sous les tirs humains. Le monde explosa. Acclamations, cris, incrédulité. Dans les rues, les gens criaient à en perdre la voix. Les soldats frappaient du poing contre les tables.
L'espace d'un instant, l'impossible avait été prouvé. Les dieux pouvaient saigner. La réponse du Conseil fut impitoyable. Le navire endommagé recula, mais les autres déchaînèrent leur colère. Des faisceaux de plasma traversèrent le ciel, vaporisant des bataillons entiers en quelques secondes. Des villes s'embrasèrent, comme si les cieux s'étaient ouverts de rage. La côte pacifique brûla. Les satellites s'éteignirent les uns après les autres, le ciel se transformant en un cimetière de métal brisé. Des millions de personnes moururent en quelques heures. Le nombre de morts augmenta si vite que les chiffres perdirent tout sens. Des familles disparurent en un instant, vaporisées sur place. Pourtant, l'humanité luttait. Des avions à réaction lancèrent des missions suicides. Des pirates informatiques introduisirent des signaux corrompus dans les communications extraterrestres, provoquant des perturbations mineures. Des chasseurs gorilles attaquèrent les groupes d'atterrissage extraterrestres qui osaient tester la résistance terrestre. Chaque acte de défi, si petit soit-il, portait le même message qu'Hargrove avait véhiculé. Non. Dans le bunker, les rapports affluaient plus vite qu'ils ne pouvaient être traités. Shanghai perdu. Berlin en flammes. Tokyo plongé dans le noir. Les mots s'empilaient comme des pierres sur une tombe. Vega frappa du poing la table. « On ne peut pas gagner, monsieur. Pas comme ça. On jette des hommes au feu. » Pourquoi ? Par fierté ? Hargrove se retourna lentement, les yeux injectés de sang, la voix basse. Pour le droit de choisir nos propres chaînes, ou pas du tout, pour chaque enfant qui devrait grandir libre, même si cela signifie mourir d'abord. La mâchoire de Vega se serra. Et si le prix, c'est nous tous, alors on s'assurera qu'ils se souviennent de nous avant de nous enterrer. Le silence retomba dans la salle. Certains officiers détournèrent le regard, refusant de croiser son regard. D'autres acquiescèrent d'un air sombre. Partout dans le monde, les fractures se creusèrent. En secret, certains gouvernements tentèrent d'envoyer des signaux au Conseil, offrant la reddition, promettant un tribut en échange de clémence, mais le Conseil ne répondit pas. Il ne négociait plus. Le Conseil ne voulait plus l'obéissance. Il voulait l'anéantissement. Le refus de la Terre les avait insultés au-delà de tout pardon. L'humanité n'était plus seulement une ressource. C'était un exemple qu'il fallait brûler si profondément qu'aucun autre monde soumis n'oserait refuser. Au deuxième jour de guerre ouverte, l'humanité découvrit autre chose. En Amérique du Sud, une guérilla tendit une embuscade à une patrouille extraterrestre. Ils s'attendaient à un massacre, mais l'un de leurs dispositifs IM, rudimentaire, expérimental et de fabrication humaine, fit s'effondrer les boucliers d'un vaisseau extraterrestre plus petit pendant quelques secondes. Les chasseurs lancèrent clair, utilisant explosifs, armes légères, tout ce qu'ils avaient sous la main. Contre toute attente, l'appareil s'écrasa dans la jungle. Le Conseil le récupéra rapidement. Mais la nouvelle se répandit avant qu'ils ne puissent la faire taire. L'humanité pouvait les tuer, ni facilement ni proprement. Mais c'était possible. L'effet fut électrique. Partout dans le monde, le moral remonta. Soudain, chaque fermier armé d'un fusil, chaque mécanicien d'une clé à molette, chaque pirate informatique d'un ordinateur portable crurent pouvoir compter. L'humanité ne se contentait pas de survivre, elle s'adaptait. Et l'adaptation était son arme la plus meurtrière. À Washington, Hargrove se tenait devant une carte jonchée de marques rouges représentant des villes détruites. Vega lui tendit les derniers rapports. Les pertes sont catastrophiques, monsieur. Des millions de morts. Mais le recrutement est en hausse partout. Les volontaires affluent. Des hommes et des femmes qui n'ont jamais tenu d'armes implorent le combat. Hargrove regarda le tableau, le visage ridé par l'épuisement, mais la voix assurée. Bien, le Conseil pense que le nombre importe peu. Ils ont tort. Ils n'ont jamais combattu l'humanité. Ils n'ont jamais combattu une espèce qui préfère brûler plutôt que de s'incliner. Vega hésita. Monsieur, on parle de cibler les chantiers navals du Conseil sur la Lune. Risqué, presque suicidaire.
Mais si on les touche, Hargrove l'interrompit. On n'attend pas. S'il y a une chance, on la saisit. L'humanité ne gagne pas en jouant la sécurité. On gagne en frappant là où on ne l'attend pas. Cette nuit-là, sous couvert du chaos, la première équipe d'intervention humaine fut déployée sur la Lune. Des hommes et des femmes en combinaison rapiécée, transportant des technologies volées et des explosifs humains, se faufilèrent entre les patrouilles extraterrestres. Leur mission était simple: détruire autant que possible avant de mourir. Le Conseil ne s'y attendait pas. Des explosions se sont produites dans les chantiers navals lunaires. Des vaisseaux extraterrestres, à moitié construits, ont été démantelés. Des boules de feu ont illuminé le vide silencieux, visible même depuis la surface de la Terre sous forme de points lumineux soudains. Des milliards de personnes levèrent les yeux de leurs ruines et virent l'impossible. L'humanité ripostait au-delà de ses propres cieux. Le Conseil rugit de fureur. La riposte fut rapide, impitoyable. L'équipe d'intervention fut anéantie, mais son sacrifice alluma un incendie sur la Terre qu'aucun bombardement extraterrestre ne put éteindre. Dans le bunker, les rapports de l'impact lunaire arrivèrent. Les officiers restèrent incrédules, certains souriant pour la première fois depuis des jours. Vega laissa échapper un rire rauque. Ils l'ont vraiment fait. Ces fous ont réussi. Hargrove ne sourit pas. Il hocha simplement la tête, lentement. Bien, que le Conseil le sache. La Terre ne refusera pas. Nous allons graver cela dans leur foutu ciel. La troisième nuit, la guerre n'était plus à sens unique. L'humanité saignait encore, brûlait encore, mais ne rampait plus. Toutes les heures, quelque part sur Terre, les humains ripostaient. Un bouclier déstabilisé, une patrouille prise en embuscade, un chantier naval saboté. Les pertes étaient colossales, mais la résistance progressait plus vite que l'anéantissement. Le Conseil était furieux. Il s'attendait à une soumission rapide ou à une extermination rapide. Au lieu de cela, il n'obtint qu'une résistance qui se multipliait à chaque acte de destruction. Pour la première fois depuis des siècles, le Conseil se trouva déstabilisé. Non pas parce que l'humanité était puissante, mais parce qu'elle refusait de s'incliner, même impuissante. Dans le bunker, Hargrove observait les ruines fumantes de la Terre grâce aux signaux satellites. Sa voix résonnait sur tous les canaux, sur toutes les lignes de transmission piratées à travers le globe. « Il ne s'agit plus seulement de survie, dit-il. C'est un jugement. Ils sont venus ici en croyant que nous nous agenouillerions. Ils pensaient que la peur nous briserait. Mais la peur ne détruit pas l'humanité. La peur nous aiguise. La peur nous endurcit. Et quand la peur s'estompe, seule la fureur demeure. » Il se pencha vers la caméra, le visage sombre, marqué, inflexible. « Nous leur avons donné un mot, non. Maintenant, nous leur en donnons un autre, la guerre. » Et à travers le monde en flammes, dans les villes dévastées et les foyers brisés, l'humanité lui a répondu. Un mot, crié à travers les décombres, griffonné dans les cendres, résonnant à travers les parasites radio. La guerre. Le Conseil exigeait un tribut. Le Conseil exigeait un tribut. Au lieu de cela, ils avaient réveillé la créature la plus dangereuse de la galaxie, une espèce qui refusait de s'incliner. La 4e semaine de la guerre fut différente. Les premiers jours avaient été le chaos, la panique, la terreur crue d'une proie prise sous l'ombre d'un prédateur. Puis vinrent les contre-attaques désespérées, coûteuses, téméraires et sanglantes. Mais maintenant, il y avait autre chose dans l'air. L'ordre. Non pas le genre d'ordre imposé par le Conseil sous des menaces d'anéantissement, mais celui qui s'imposait lorsque des hommes et des femmes refusaient de mourir en silence. Des cellules de résistance surgirent dans chaque ville en ruine, chaque bunker à moitié enfoui, chaque village oublié. Ce n'étaient pas des soldats, pas au début. C'étaient des charpentiers, des enseignants, des mineurs, des agriculteurs, des pirates informatiques, des ouvriers d'usine, des gens qui avaient trop perdu pour rester immobiles. Et partout, au-dessus de tout, une voix les unissait.
Les émissions du général Hargrove, assemblées à partir de fréquences volées, de signaux brouillés et même de tracts manuscrits, portaient un seul message. Ne vous agenouillez pas, n'attendez pas, frappez. Dans le bunker de commandement sous Washington, les cartes avaient changé. Non plus de simples taches rouges marquant la destruction, mais des étincelles vertes dispersées sur les continents, des rapports de résistance, de sabotage, de victoire, si minimes soient-elles. Le colonel Vega se pencha au-dessus de la table, secouant la tête, incrédule. Chaque jour, nous perdons des villes, monsieur. Mais chaque jour, nous gagnons des combattants. Nous ne sommes pas censés rester debout. Et pourtant, sa voix s'éteignit, un sourire étirant son visage. Nous ne sommes pas seulement debout, nous les attaquons. L'expression d'Hargrove ne s'adoucit pas, même si une lueur dangereuse brillait dans ses yeux. De la fierté. C'est ce qu'ils n'ont jamais compris. Ils règnent depuis trop longtemps. Ils pensent que la survie est une question de force. Mais ce n'est pas le cas. C'est une question d'adaptation. Nous nous adaptons depuis que nous sommes sortis de la boue. Ils nous lancent le feu. Nous nous dispersons. Reconstruisons. Revenons plus vifs. Il pointa la carte du doigt. Et nous continuons à leur donner la même leçon jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans leurs os. L'humanité ne se brise pas. La fureur du Conseil grandissait de jour en jour. En orbite, leur flotte bombardait sans relâche, rasant des quartiers, vaporisant des infrastructures, inondant des villes de flammes. Mais plus ils brûlaient, plus les cendres devenaient des nids de résistance. À Paris, des tunnels autrefois utilisés pour les touristes devinrent des réseaux de combattants. Au Caire, des civils soudèrent des armes anciennes sur des camions et les transformèrent en pièges mortels. En Sibérie, les forêts brûlèrent. Mais les guérilleros utilisèrent la fumée pour masquer des embuscades. Les soldats du Conseil, imposants, blindés, maniant des armes alimentées par des énergies que la Terre pouvait à peine comprendre, s'attendaient à une chasse facile. Au lieu de cela, ils furent entraînés dans une guerre pour laquelle ils n'avaient aucune formation. Une escouade patrouillant dans les ruines de Mumbai fut engloutie par l'effondrement de bâtiments piégés par des explosifs humains. En Afrique, un convoi a été attiré dans des ravins et enseveli sous des éboulements, déclenchés par des charges explosives cachées. À New York, des gratte-ciels entiers se sont effondrés, non pas sous les bombardements, mais parce que des humains ont placé des charges explosives dans leurs fondations, transformant la ligne d'horizon en arme. Partout où les extraterrestres posaient le pied, la Terre elle-même semblait cracher du feu. Les rapports affluaient vers la haute chambre du Conseil, un lieu où les empires avaient été administrés pendant des millénaires sans véritable résistance. Les délégués n'étaient pas habitués à l'échec. Leur langage ne connaissait pas de mots pour impasse. L'humanité et la résistance incarnée, siffla un délégué d'une voix rauque. Ils se battent même lorsque leur mort est certaine. Pire encore, ils contaminent les autres. Même maintenant, des rumeurs se propagent dans d'autres mondes sujets. D'autres. Même maintenant, des rumeurs se propagent dans d'autres mondes sujets. Ils disent que, si la Terre peut résister, pourquoi pas eux? La chambre bouillonnait. Leur fierté était blessée. Mais pire encore, la peur s'emparait de leur rang. Ils s'attendaient à la soumission, puis à l'extermination. Au lieu de cela, ils avaient semé les graines de la rébellion à travers la galaxie. La décision fut unanime. L'humanité devait être non seulement anéantie, mais aussi anéantie, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Plus de survivants, plus de légendes. Mais c'était déjà trop tard. La légende était déjà née. Sur Terre, le coup était insupportable. Des familles entières anéanties, des nations fracturées au point d'être méconnaissables, des pénuries alimentaires s'abattaient sur des continents, la maladie succédait à la dévastation. Et pourtant, l'humanité luttait. Un jeune combattant nommé Daniel n'avait que 19 ans lorsque la maison familiale de Buenos Aires fut détruite. Il ramassa un fusil dans les ruines et ne le reposa plus.
Son escouade tendit des embuscades aux patrouilles extraterrestres dans les rues dévastées, frappant, puis disparaissant. Il savait qu'ils ne vivraient pas longtemps. Aucun d'eux ne vivrait longtemps. Mais chaque mort était une vengeance. Chaque coup, un message. Nous sommes toujours là. À Moscou, un vieil ingénieur nommé Petrov récupérait des débris extraterrestres. Travaillant des nuits blanches dans des tunnels gelés, il découvrit que certains alliages se fissuraient sous l'effet du froid extrême. Bientôt, ces hommes attiraient les troupes du Conseil dans les blizzards, leurs armures se raidissant jusqu'à ce que les balles humaines puissent les transpercer. À Nairobi, un groupe de pirates informatiques a détourné un drone du Conseil, l'a retourné contre ses maîtres et a diffusé les images à travers le monde. Pour la première fois, l'humanité a assisté à la destruction d'un vaisseau de guerre extraterrestre, non pas par un tir nucléaire, mais par sa propre machine. Ces histoires se sont propagées plus vite que le feu. Elles ont donné aux victimes quelque chose de plus fort que l'espoir. Un but. Dans le bunker, Vega a déposé un rapport sur la table. Regardez ça, monsieur. Des groupes de civils attaquant des convois dans 30 pays. Des agriculteurs construisant des pièges qui fonctionnent vraiment. Des enfants. Des enfants. Ils déjouent les patrouilles extraterrestres. C'est de la folie, ça marche. Hargrove se pencha en avant, étudiant les rapports. Son visage restait sombre, mais sa voix portait à nouveau ce ton dangereux. Ils apprennent vite, plus vite que le Conseil ne peut s'adapter. C'est ce qui nous rend mortels. Nous prenons la douleur et la transformons en arme. Il regarda autour de lui. Ses officiers étaient épuisés, le regard creux, mais à l'écoute. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui se bat enseigne au Conseil quelque chose qu'il n'a jamais compris. Cette liberté ne réside ni dans les palais ni dans les flottes. Elle réside dans la poussière, dans le sang, dans le feu de ceux qui préfèrent mourir plutôt que de s'agenouiller. Le Conseil s'est intensifié. Des régions entières ont été ciblées pour être anéanties, non pas parce qu'elles avaient une valeur stratégique, mais parce qu'elles avaient osé résister. L'Amérique du Sud a brûlé sous le feu du plasma. Le Moyen-Orient a été vitrifié jusqu'à ce qu'il ne reste que de la roche noire. L'Australie disparut sous un déluge de feu qui transforma les déserts en mer de feu. Le bilan des morts dépassa les 100 millions. Mais même anéantie, la résistance persista. Les survivants rampèrent hors des décombres et combattirent à coups de couteau, de pierre, à main nue, au moins. Des enfants transportèrent des messages dans les égouts. Des vieillards posèrent des mines sous les décombres. Plus le Conseil détruisait, plus il se créait d'ennemis. Au bout du 2e mois, la Terre ne luttait plus pour sa survie. Elle luttait pour la victoire. Hargrove convoqua ses officiers. Nous ne pouvons pas rivaliser avec leur flotte. Pas encore. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous les saignons. Chaque patrouille, chaque convoi, chaque groupe de débarquement, ils paient de leur sang. Nous transformons cette planète en un cimetière si dense qu'ils s'y étoufferont. Vega fronça les sourcils. Et après, même si on les chasse, qu'arrivera-t-il? On est brisé, monsieur. Des milliards en moins, les infrastructures en moins, la Terre ne sera plus qu'une carcasse. La voix d'Hargrove était de fer. Mieux vaut une carcasse qu'un camp d'esclaves? On reconstruit. On reconstruit toujours. La force de l'humanité ne réside pas dans ses villes. Elle réside dans sa volonté. Et puis vint le tournant. Au Brésil, des charognards découvrirent un noyau extraterrestre provenant d'un vaisseau écrasé. Petrov, le vieil ingénieur moscovite, l'étudia. Ce qu'il trouva changea tout. Le noyau contenait des données, coordonnées, schémas de flotte, faiblesses. Ce n'était pas grand-chose. Mais cela suffisait à prouver que le Conseil n'était pas intouchable. Lorsque les données parvinrent à Hargrove, il les observa en silence pendant un long moment. Puis il parla. Ce n'est plus seulement une question de survie. C'est une guerre à leurs conditions. Vega haussa un sourcil. Tu veux leur porter le coup? Hargrove hocha lentement la tête. Nous avons montré à la galaxie que nous pouvons les saigner. Maintenant, nous lui montrons que nous pouvons les briser. Par-delà les étoiles,
Le Conseil croyait encore que la Terre était une braise mourante. Il n'avait pas encore vu ce qui allait arriver. Car l'humanité avait déjà choisi sa voie. Ce n'était pas un tribut. Ce n'était pas une reddition. Ce n'était même pas une question de survie. C'était la guerre. Et plus le Conseil maintenait ses bottes sur la terre, plus ses dents devenaient acérées. Le 5e mois de guerre commença dans le silence. Pas la paix, jamais la paix, mais le silence pesant d'un prédateur traquant sa proie. Le Conseil avait retiré ses flottes, se regroupant après des semaines de résistance inattendue. Pour la plupart des civils, ce fut comme un sursis. Les incendies cessèrent de pleuvoir, les bombardements ralentirent, les patrouilles se raréfièrent. Mais le général Hargrove savait que ce n'était pas la pitié qui animait les prédateurs. Ils hésitaient à frapper plus fort. Dans le bunker de Washington, il étudia les données extraites du noyau extraterrestre récupéré au Brésil. Ingénieurs, scientifiques et pirates informatiques avaient travaillé jour et nuit pour les décoder. Le résultat s'étalait devant lui. Coordonnées, lignes de ravitaillement, points faibles des flottes du Conseil. Le colonel Vega s'appuya sur la table à côté de lui. « Ce n'est pas grand-chose, monsieur. Les données sont inégales, corrompues par endroits, mais cela pourrait nous mener au combat. Pour de bon. » La main balafrée d'Hargrove planait au-dessus de l'écran lumineux. Il vit un groupe de coordonnées marquées dans les données décodées. Ni une flotte, ni une forteresse, autre chose. « Chantier naval », dit Hargrove. Vega hocha la tête d'un air sombre. Le centre logistique du Conseil, juste à l'extérieur de Mars. Il l'utilise pour réparer les vaisseaux que nous avons frappés. Si nous pouvions, dit-il en secouant la tête. Monsieur, nous n'en avons pas la capacité. Pas encore. Nos flottes sont à la casse. Nos navettes sont des pièges mortels. Hargrove serra les dents. Puis nous construisons quelque chose qui n'en est pas. Tout a commencé dans les ruines d'usines, dans des bunkers cachés, dans des chantiers navals qui n'étaient guère plus que des musées avant la guerre. L'humanité s'est mise à construire des vaisseaux qui n'auraient jamais dû exister. Ils étaient laids, improvisés, assemblés à partir d'épaves extraterrestres et d'ingéniosité humaine, de vieilles fusées avec des noyaux extraterrestres soudés, des navettes armées de canons électriques récupérés sur des chars, des sous-marins transformés en cercueils spatiaux. Le Conseil possédait des vaisseaux qui ressemblaient à des œuvres d'art, élégants, polis, impeccables. Les vaisseaux de l'humanité ressemblaient à des cauchemars. Mais les cauchemars pouvaient tuer. Petrov, le vieil ingénieur, supervisait une grande partie des travaux dans des hangars secrets sous la Sibérie. Sa voix rauque dans les communications avec Hargrove. « Ils sont laids. Général, laids comme la guerre elle-même. Mais ils voleront. Et s'ils volent, ils se battront. » Hargrove esquissa un léger sourire. « La laideur, c'est bien. La laideur, c'est honnête. » Le plan était suicidaire. Tous les officiers le savaient. Frapper le chantier naval près de Mars, paralyser leurs réparations, envoyer un message à la galaxie. Hargrove rassembla la force d'intervention, composée uniquement de volontaires, pilotes, ingénieurs et marines. Chaque homme et chaque femme choisis savait qu'ils ne reviendraient pas. Là n'était pas la question. Dans le hangar, les vaisseaux se dressaient comme des bêtes cousues. Hargrove s'adressa à eux non pas avec cérémonie, mais avec la force brutale de la vérité. Vous savez tous ce que c'est. Vous ne rentrerez pas. Ne vous mentez pas. Mais quand l'histoire se souviendra de ce jour, et elle le fera, elle ne se souviendra pas de vous comme d'hommes morts. Elle se souviendra de vous comme des premiers salauds qui ont emporté la guerre hors du sol terrestre et l'ont imposée au Conseil. Sa voix était basse, tranchante comme l'acier. Vous ne mourrez pas pour survivre. Vous mourrez pour la victoire. L'attaque fut lancée sous le couvert de champs de débris. Des débris extraterrestres jonchaient l'orbite terrestre. Et cachés parmi eux, la flotte humaine se frayait un chemin vers l'espace. Les moteurs toussaient et rugissaient. Les boucliers vacillaient, mais ils avançaient. Contre toute attente, ils avançaient. L'approche de Mars était un véritable défi. Des patrouilles du Conseil sillonnaient le ciel à la recherche de survivants.
Mais l'humanité avait appris. Ils utilisaient le silence radio, des champs de camouflage créés par des technologies extraterrestres et même les ombres des astéroïdes. Pour chaque vaisseau perdu, 2 passaient inaperçus. Lorsque le chantier naval apparut, même les vétérans reprirent leur souffle. Ce n'était pas une station, c'était une forteresse, une cité flottante de métal et de lumière. Des vaisseaux de la taille de montagne y étaient amarrés, leurs cicatrices étant soudées par des essaims de drones. Les approvisionnements affluaient comme des rivières entre les plateformes. La voix du colonel Vega résonnait dans les communications, grave et constante. À tous les vaisseaux, vous connaissez le plan? Frappez fort, frappez vite. Ne vous arrêtez pas avant d'être réduits en cendres. La flotte humaine rugit. La première vague fut chaotique. Les missiles filèrent. Les canons électriques tonnèrent. Des canons à plasma improvisés crachèrent un feu instable. Des explosions illuminaient le vide tandis que des drones étaient déchiquetés. Des plateformes se fissuraient. De plus petits vaisseaux se déchiraient. Les défenses du Conseil se réveillèrent en hurlant. Leurs boucliers flamboyaient. Leurs tourelles se verrouillaient. Des vaisseaux humains périrent par dizaines. Des boules de feu illuminaient l'obscurité. Les pilotes de pile, hurlant, s'interrompirent au milieu de leurs phrases, mais ne s'arrêtèrent pas. Une navette reconvertie s'est écrasée sur une ligne de ravitaillement, explosant dans une tempête de feu qui a ravagé la moitié du quai. Un sous-marin transformé en vaisseau a tiré ses dernières torpilles avant de percuter un essaim de drones de réparation, dispersant des débris en feu à travers la station. Des chasseurs aux ailes cousues de ferraille ont dansé des courses suicides, détruisant les tourelles une par une. Pour chaque vie humaine perdue, quelque chose se brisait, brûlait, mourait. Et dans le chaos, un vaisseau, le plus laid de tous, la création de Petrov, percuta le centre énergétique du chantier naval. Il le transperça comme une lance dans la chair. L'explosion fut si violente qu'elle transforma la nuit en jour à la surface de la Terre. Le chantier naval s'effondra. Les lumières sur sa structure vacillèrent et s'éteignirent. Des dizaines de vaisseaux de guerre à quai, à moitié achevés, furent déchiquetés dans la réaction en chaîne. Le Conseil avait perdu quelque chose qu'il n'avait pas perdu depuis des siècles. Une forteresse. Le coup était insupportable. De la force de frappe humaine, moins de 10 vaisseaux parvinrent à revenir. Le vaisseau de Vega fut démantelé en orbite, ses derniers mots un rire guttural. « Passez le bonjour à ces salauds !» Mais les survivants revinrent avec des preuves. La preuve que l'humanité pouvait non seulement combattre, mais vaincre. Lorsque la vidéo se répandit, la Terre explosa. Cités et ruines acclamèrent jusqu'à en perdre la voix. Les survivants peignirent de nouveaux étendards, non pas avec le mot « non », mais avec le mot « guerre ». Le message était clair. L'humanité n'était plus une proie. L'humanité était désormais un prédateur. Dans la salle du Conseil, la fureur était volcanique. Les délégués hurlèrent, réclamèrent l'annihilation, maudissant la terre comme une vermine. Mais sous la rage se cachait quelque chose de pire, le malaise. Si un monde de tiers 3 pouvait détruire un chantier naval, que pouvait-il faire d'autre? Combien d'autres suivraient son exemple? Déjà, des murmures circulaient à travers la galaxie. Sur des mondes lointains, des esclaves murmuraient le mot qui avait enflammé l'orgueil du Conseil. Non. Sur Terre, Hargrove se tenait devant les survivants dans le bunker. Son visage était marqué par le chagrin. La perte de Vega pesait sur lui, tout comme la mort des milliers de personnes précipitées vers leur perte. Mais sa voix était ferme, implacable. Il pensait que cette guerre prendrait fin en quelques semaines. Il pensait que nous plierions ou brûlerions. Au lieu de cela, nous leur avons montré quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. La peur. Il se pencha au-dessus de la table, les yeux brûlants d'une volonté de fer. Nous ne luttons plus seulement pour notre survie. Nous luttons pour la galaxie, car si nous parvenons à les défier, d'autres le feront aussi. Et quand cela arrivera, le Conseil ne perdra pas seulement la Terre, il perdra tout. La salle était silencieuse. Les officiers le fixaient, certains avec admiration, d'autres avec terreur, tous connaissant la vérité.
Il ne s'agissait plus de la Terre. Il s'agissait d'une guerre sans fin. Les conséquences de la catastrophe martienne pesaient lourdement sur toute la galaxie. Sur Terre, les survivants peignaient le ciel de pétards récupérés dans des stocks en ruine. Ils riaient, pleuraient, hurlaient vers les cieux. Contre toute attente, l'humanité avait frappé l'invincible. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les gens croyaient pouvoir vivre assez longtemps pour voir une autre aube. Mais dans la salle du Conseil, point de célébration, seulement de la fureur. Les délégués rugissaient comme des tempêtes, leur voix résonnant dans des salles plus vieilles que l'humanité elle-même. Le mot « non » était devenu une malédiction dans leur langue. Craché comme du venin, la destruction du chantier naval de Mars n'était pas seulement une perte tactique, c'était une atteinte à leur fierté, à leur légende, à leur illusion d'invincibilité. Le Conseil vota sans opposition. L'humanité ne devait pas être pacifiée. Elle devait être éradiquée. Les représailles commencèrent sans prévenir. À l'aube, des flottes 2 fois plus grandes que la première vague s'abattirent sur Terre. Des vaisseaux de guerre masquaient le ciel en formation si vaste qu'elles ressemblaient à des océans d'acier. Leurs armes brûlaient plus intensément, plus incandescentes, plus meurtrières. Les villes qui avaient survécu aux premiers mois furent anéanties en quelques secondes. Les chaînes de montagnes se fendirent, les océans bouillonnèrent là où les rayons les transperçaient. Ce n'était plus la guerre, c'était l'exécution. Hargrove se tenait dans le bunker de commandement, observant en direct des continents entiers plongés dans l'obscurité. Sa mâchoire était d'acier, mais ses yeux trahissaient le poids qui pesait sur sa poitrine. Ses officiers parlaient d'une voix saccadée, les rapports s'accumulant à une vitesse inimaginable. Chicago disparu, Delhi effacé, le Caire hors service. La moitié de l'Europe brûlait. Le colonel Vega était mort. Mais son absence était toujours ressentie comme une blessure. Son remplaçant, un homme plus jeune nommé Ramirez, se tourna vers Hargrove, les yeux écarquillés et terrifiés. « Monsieur, nous perdons tout. À ce rythme, il n'y aura plus de terre à défendre. » Hargrove serra les poings. Puis, on s'assurera qu'il ne reste plus de conseils pour fêter ça. La frappe martienne avait donné confiance à l'humanité, mais elle avait aussi révélé quelque chose. Des fragments de noyaux extraterrestres pouvaient être transformés en armes. Petrov, le vieil ingénieur, travaillait en silence avec une équipe de scientifiques au plus profond des montagnes sibériennes. Ce qu'il construisait n'était pas une arme au sens traditionnel du terme, c'était un monstre. Ils l'appelèrent Projet Soleil Noir. Un dispositif hybride, mi-science nucléaire humaine, mi-instabilité du noyau extraterrestre, mi-folie. Une explosion en orbite ne détruirait pas seulement une flotte. Elle effondrerait l'espace environnant, déchirant les vaisseaux comme du papier sous la tempête. Mais le coup était inimaginable. Il ne pouvait pas contrôler la réaction en chaîne. Un seul soleil noir pourrait anéantir des flottes entières, voire la moitié de la Terre. Quand Petrov l'expliqua à Hargrove, sa voix trembla, non pas de peur, mais d'épuisement. C'est une lame trop tranchante pour être maniée, général. Il suffit de la brandir une fois, peu, être deux, avant qu'elle ne coupe la main qui la tient. Hargrove n'hésita pas. Alors, on attaque maintenant, car sinon, il ne restera plus une main à couper. La flotte du Conseil se déplaçait méthodiquement, réduisant la terre en poussière. Des régions entières se transformèrent en étendues de verre et de cendres. Pourtant, la résistance ne cessa pas. Des gorilles dans les ruines attaquèrent des patrouilles extraterrestres. Des civils, armés uniquement de fusils, tendirent des embuscades à des escouades de soldats. Des pirates informatiques envoyèrent des virus dans les communications du Conseil, inondant leur réseau d'un seul mot. Non, ce n'était pas suffisant. Le Conseil insista, pressentant la victoire. Leurs commandants se vantèrent que l'humanité serait anéantie en quelques semaines, et soudain, le ciel s'embrasa. Le premier soleil noir fut déployé au-dessus de l'Afrique, dissimulé parmi des champs de débris. Une navette reconvertie emporta l'arme en orbite. Son pilote, un homme nommé Harris,
savait qu'il ne reviendrait jamais. Ces derniers mots, diffusés sur toutes les fréquences ouvertes, étaient crus et simples. Ceci est pour nous tous. Allumez-les. Le soleil noir explosa. L'espace lui-même sembla hurler. L'explosion n'était pas du feu, c'était une distorsion. La réalité se déformait et se déchirait. Les vaisseaux de guerre du Conseil, pris dans l'explosion, se déchirèrent en silence, leurs boucliers s'effondrant, leurs coques se repliant sur elles-mêmes, avant de disparaître dans le néant. Des dizaines de vaisseaux, ces géants qui dominaient la Terre, furent anéantis en quelques secondes. L'espace d'un instant, le ciel terrestre redevint clair. Le monde rugit. Dans les bunkers, les ruines, les abris, l'humanité hurla de triomphe. Ils avaient de nouveau accompli l'impossible, mais le prix à payer fut brutal. La distorsion déchira l'atmosphère terrestre, engendrant tempêtes, tremblements de terre et rats de marée qui fracassèrent des milliers de vies. Hargrove se tenait au-dessus des rapports, le visage impassible. Ramirez cracha. « On ne peut pas continuer comme ça. On se tue aussi vite qu'on les tue. » La voix d'Hargrove était glaciale. Mieux valait mourir debout qu'à genoux. Le Conseil était ébranlé. Leur flotte avait subi un coup qu'elle ne pouvait ignorer. Les délégués réclamaient l'escalade, l'introduction d'armes longtemps interdites, même parmi leurs semblables. Mais sous la rage se cachait la peur. Ils avaient tout déchaîné sur terre. Le feu, les flottes, l'annihilation. Pourtant, les humains continuaient de se battre, de les saigner, de trouver des moyens de transformer la faiblesse en force. Ce qui les terrifiait le plus, ce n'était pas le soleil noir, c'était ce que représentait le soleil noir. L'humanité était prête à brûler la galaxie elle-même, si cela signifiait ne pas s'agenouiller. Au fil des semaines, d'autres soleils noirs furent construits. Chacun était un pari risqué, chacun n'étant déployé que lorsque la défaite semblait certaine. Ils détruisirent des flottes, mais chaque détonation paralysa davantage la Terre. Le ciel était rouge. Les tempêtes faisaient rage sans fin. Les forêts se transformaient en désert du jour au lendemain. La Terre gagnait des batailles, mais se perdait. Un soir, Ramirez affronta Hargrove en frappant du poing sur la table. « Monsieur, on ne peut plus continuer comme ça. On tuera la planète avant eux. À quoi bon la victoire s'il n'y a plus rien à sauver ?» Le regard d'Hargrove, creux mais inflexible, se fixa sur lui. La victoire ne consiste plus à sauver la Terre. Il s'agit de mettre fin à l'idée que quiconque puisse la posséder. Ramirez se tut. Il détestait ça. Il détestait chaque mot. Mais au fond de lui, il savait que le général avait raison. Dans les ruines de New York, des combattants griffonnaient des messages sur des murs brisés. Pour Chicago, pour Tokyo, pour ma famille, et partout, le même mot brûlait. Guerre. Les enfants portaient des fusils trop lourds pour eux. Les vieillards tendaient des pièges, les mains tremblantes. Les mères marchaient, grenades à la ceinture. Le Conseil était venu pour anéantir une espèce. Au lieu de cela, ils avaient forgé une arme plus puissante que les flottes ou le feu. Ils avaient forgé l'unité. Mais Petrov vint à Hargrove avec un avertissement. Son visage était pâle, sa voix brisée. « Général, les noyaux sont instables. Chaque soleil noir nous rapproche de l'effondrement, pas seulement la Terre, mais l'espace tout entier. On pourrait rouvrir une plaie incurable, une blessure qui engloutit tout. » Hargrove écoutait en silence, les mains couvertes de cicatrices jointes sur la table. Quand Petrov eut terminé, le vieux général se pencha en arrière et parla doucement. « Alors, si on rouvre la plaie, le Conseil interviendra en premier. » Les flottes du Conseil se regroupèrent pour une frappe finale. Des milliers de vaisseaux, assez pour vitrer la Terre 10 fois, se massèrent au-dessus de l'atmosphère. Ils n'étaient pas là pour se battre. Ils étaient là pour en finir. L'humanité était au bord de l'extinction. Les bunkers étaient fissurés, les armées étaient clairsemées, la planète elle-même gémissait sous la pression de la guerre, et pourtant la voix d'Hargrove résonnait à chaque diffusion, rauque
et inflexible. Ils pensent que c'est la fin. Ils pensent nous avoir brisés. Mais écoutez bien, nous ne nous battons pas pour demain. Nous ne nous battons pas pour survivre. Nous nous battons pour le droit de les regarder dans les yeux alors que nous les entraînons avec nous en enfer. Il marqua une pause, le regard dur comme du fer. Que le Conseil apprenne une dernière vérité avant que les étoiles elles-mêmes ne brûlent. L'humanité ne s'agenouille pas. L'humanité ne se brise pas. L'humanité encaisse tout ce qu'on lui lance et le renvoie avec plus de force. Le monde explosa d'acclamations, de cris, de larmes. Même dans les ruines, même sous les cendres, les gens relevèrent la tête et murmurèrent ce mot qui était devenu plus qu'un simple défi. Non, le ciel au-dessus de la terre ne ressemblait plus à un ciel. C'était une blessure. Des tempêtes de cendres avaient autrefois dérivé, tourbillonnant sans fin, noires et rouges, tachées par le feu des bombardements du Conseil et les répliques des détonations du soleil noir. Les océans bouillonnaient d'étranges marées. Les forêts étaient réduites en cendres, les villes en squelettes. La terre elle-même gémissait comme si elle voulait mourir. Mais l'humanité était toujours vivante, meurtrie, brisée, affamée, mais vivante. Et ils ne se contentaient plus de survivre. Ils aiguisaient leurs couteaux pour écraser la galaxie. Dans le bunker sibérien, Petrov se tenait aux côtés d'Argrove, ses mains fines tremblant sur les schémas de quelque chose de plus grand, de plus sombre, de plus dangereux que tout leur soleil noir réuni. Sa voix était rauque, ses yeux creux à cause de moi sans sommeil. Ceci est le dernier, général. Le noyau ultime. Nous avons poussé les choses trop loin. Tous les autres dispositifs ont déstabilisé la planète. Celui-ci va tout déstabiliser. Si elle explose près d'une étoile, elle la fera s'effondrer. Tout le système disparaîtra avec. Ramirez, adossé au mur, blêmi. Bon Dieu, vous parlez de faire exploser des soleils. Petrov hocha la tête, les lèvres tremblantes. Un soleil noir, en vérité. La pièce était silencieuse. Les officiers s'agitaient, mal à l'aise, certains se signant, d'autres fixant simplement le ciel. La voix d'Argrove se fit entendre, ferme comme l'acier. Où Petrov tapota les coordonnées lumineuses sur la table. La capitale du Conseil, leur berceau, leur siège du pouvoir. Si on la frappe avec ça, il hésita, déglutissant difficilement. Il n'y aura plus de Conseil. Les mots s'abattirent comme des marteaux. Il ne parlait plus de résistance. Il ne parlait plus de survie. Il parlait de mettre fin à un empire plus vieux que la terre elle-même. Ramirez frappa du poing sur la table. C'est de la folie. On ne vaudrait pas mieux qu'eux. Anéantir des systèmes entiers, des milliards d'innocents sur leur planète. Argrove se retourna lentement. Son visage balafré était marqué par l'épuisement. Mais ses yeux brûlaient. Innocents? Pensez-vous qu'ils ont épargné les nôtres? Pensez-vous que Chicago, Delhi, Tokyo ont été épargnés? Ils savaient ce qu'ils faisaient en venant ici. Ils ont rendu cette guerre totale et la termineront. Ramirez le fixa, la mâchoire serrée. Et si elle nous tue aussi? La voix d'Argrove baissa, froide et définitive. Alors, nous veillerons à ce que le Conseil meure en premier. Les préparatifs commencèrent en silence. Dans des hangars secrets, les dernières ressources de l'humanité furent déversées dans un seul vaisseau, laide, rapiécé, cousu à partir des restes d'épaves extraterrestres et de l'ingéniosité humaine. Il n'était pas conçu pour le combat. Il était conçu pour transporter l'arme. On l'appelait la délivrance. Le vaisseau était un cercueil avant même son lancement. Tout le monde le savait, mais les volontaires affluèrent par centaines. Soldats, ingénieurs, pilotes, hommes et femmes, n'ayant plus rien à perdre. Tous aspiraient à l'honneur de planter la dernière lance de l'humanité au cœur de l'ennemi. Argrove les regardait s'entraîner, rire dans les ruines, écrire des messages à leurs familles déjà disparues. Sa poitrine lui faisait mal, mais il ne le laissait jamais paraître. Il savait qu'il serait à bord de ce vaisseau. Le jour du lancement arriva.
Le monde était silencieux, retenant son souffle. Les flottes du Conseil rôdaient toujours au-dessus, brûlant la terre dans des rafales incessantes. Mais la délivrance se dissimulait dans l'ombre des débris, dissimulée par des champs extraterrestres récupérés. Hargrove s'adressa une dernière fois aux survivants de la Terre. Son visage était décharné, ses cheveux d'un gris fer, sa voix rauque, mais inébranlable. Nous avons commencé cette guerre avec un seul mot. Non. Nous avons porté ce mot à travers le feu, les cendres, les tombes de milliards de personnes, et nous sommes toujours là. Il se pencha, le regard dur comme du fer. Aujourd'hui, nous portons un autre mot au cœur du Conseil. Jamais, plus jamais, ils ne posséderont un autre monde. Plus jamais, ils n'exigeront de tribut. Plus jamais, ils ne se proclameront Dieu. Sa voix s'éleva, le tonnerre grondant à travers les parasites. Si nous brûlons, ils brûlent avec nous. Et quand les étoiles se souviendront de nous, elles se souviendront d'une vérité. L'humanité ne s'agenouille pas. Les acclamations étaient faibles, brisées par la faim et le chagrin. Mais elles étaient réelles. Le voyage commença. La délivrance s'échappa de l'orbite terrestre, cachée dans les champs de débris. L'équipage parlait peu. Il savait qu'il ne reviendrait pas. Au lieu de cela, il gravait des noms dans les murs d'acier, ceux de tous ceux qu'ils avaient perdus. Famille, amis, villes, même animaux. Les murs devinrent un cimetière de souvenirs, emportés dans les étoiles. Hargrove était assis dans le siège de commandement, les mains fermement posées sur les commandes. Ramirez se tenait à ses côtés, ses protestations réduites au silence par le devoir. Petrov travaillait fébrilement dans la chambre du réacteur, ramenant le cœur instable à la vie. Pendant des semaines, ils dérivèrent à travers les ceintures d'astéroïdes dans les vides du silence. Des patrouilles du Conseil se profilaient, mais elles passaient inaperçues, leur champ de camouflage résistant. Chaque jour, l'équipage murmurait le même mantra. Plus jamais ça. Puis, par une nuit noire, le système de la capitale du Conseil apparut. C'était un joyau de lumière, un monde entouré de cités scintillantes, de flottes en orbite, telle une couronne. La fierté du Conseil, sa puissance, son trône. Hargrove le contempla à travers le hublot, le visage indéchiffrable. Pour la première fois depuis des mois, Ramirez rompit le silence. C'est magnifique. La voix d'Hargrove était douce, mais dure. La terre l'était aussi. Les alarmes hurlèrent lorsque les patrouilles du Conseil les détectèrent. Des chasseurs surgirent des flottes, élégants et infinis, armes flamboyantes. De l'ivrance rugit, ces canons disparates crachant du feu, des combattants humains se lancèrent par vagues désespérées, retenant l'ennemi pendant de précieuses secondes. Un par un, ils furent déchiquetés, leurs morts embrasant le vide. Le navire trembla sous les bombardements. Les consuls explosèrent. Hommes et femmes hurlèrent tandis que des brèches dans la coque déchiraient les ponts. La voix de Petrov grésillait dans les communications, affolée. Le cœur est instable. Il faut le faire exploser immédiatement. Sinon nous le perdrons. Le noyau est instable. Il faut le faire exploser immédiatement. Sinon nous le perdrons. Hargrove serra les dents. Pas encore. Plus près. Le délivrance s'engouffra dans les flottes, le feu déchirant sa coque. Des chasseurs percutèrent des vaisseaux extraterrestres lors d'attaques suicides. Les membres d'équipage se jetèrent dans les brèches, les scellant de leur propre corps. Chaque seconde gagnée était payée de sang. Enfin, la capitale se dressait devant eux, berceau du Conseil resplendissant, épargné par la guerre depuis des millénaires. La voix d'Hargrove n'était qu'un murmure. Maintenant, dans la chambre du réacteur, les vieilles mains de Petrov s'agitaient avec une précision ultime. Il pressa la séquence, les yeux humides, les lèvres tremblantes, murmurant une prière en russe. Le corps hurla, la lumière jaillissant comme un soleil naissant. Les alarmes se transformèrent en un hurlement strident. Ramirez cria dans les communications « Surcharge du corps dans 10 secondes ».
Hargrove se leva de sa chaise, regardant le monde du trône du Conseil. Son visage était calme, sculpté dans le fer. Il parla une dernière fois, sachant que la galaxie pourrait l'entendre. « Vous auriez dû nous laisser tranquilles. » Et puis le monde s'embrasa. Le soleil noir explosa. Ni feu, ni plasma. Quelque chose de pire. L'espace lui-même s'est déchiré. La lumière s'est déformée. Les étoiles ont plié. Les flottes ont volé en éclats. La capitale du Conseil a été engloutie dans le silence. Ces cités scintillantes se sont effondrées dans le vide. Des milliers de vaisseaux ont brûlé, puis ont disparu. Le corps s'est effondré, et avec lui, le cœur d'un empire. Le noyau s'effondra, et avec lui, le cœur d'un empire. Délivrance avait disparu. Hargrove avait disparu. Petrov, Ramirez et l'équipage avaient disparu. Mais le Conseil aussi. Sur Terre, les survivants observaient les images dans un silence stupéfait. Puis, lentement, la prise de conscience se répandit. Des acclamations fusèrent dans les ruines, des cris de triomphe mêlés à des sanglots de chagrin. L'humanité avait accompli l'impossible. Elle avait tué des dieux, mais la victoire n'avait pas été nette. La détonation avait parcouru l'espace, déchirant la structure même de la galaxie. Des trous de verre s'étaient ouverts. Des tempêtes avaient fait rage. Le Conseil avait disparu. Mais la galaxie elle-même tremblait sous le poids de ce sacrifice. L'humanité avait gagné, mais de quel monde hériterait-elle? La guerre était terminée, le Conseil avait disparu, ses flottes avaient été anéanties, le monde de son trône avait été englouti par le soleil noir. L'empire qui régnait sur les étoiles depuis des millénaires avait été anéanti par un seul acte de défiance. Mais la victoire avait un goût de cendre. La Terre n'était plus un joyau bleu. Depuis l'orbite, elle paraissait blessée, balafrée, une planète au bord de l'effondrement. Les océans bouillonnaient d'étranges courants. Le ciel était teinté de rouge par des tempêtes incessantes. Les villes étaient réduites à l'état de squelettes, monuments de verre et de décombres. Des milliards de personnes étaient mortes. Des nations entières avaient été anéanties. Des forêts avaient disparu. Des rivières étaient empoisonnées. Des terres agricoles avaient été transformées en friches. Les survivants se comptaient désormais par millions, dispersés dans des bunkers, des ruines, des grottes et des abris. Pourtant, ils étaient vivants, et dans leur survie, il y avait quelque chose de terrible et d'inflexible. L'orgueil. Ramirez n'était pas mort en se libérant. Il avait été projeté à l'extérieur dans un chasseur endommagé avant l'explosion du soleil noir, sa capsule de sauvetage regagnant la Terre quelques semaines plus tard. Il portait les derniers ordres de Hargrove comme des écritures saintes, gravées dans son esprit. Il se tenait maintenant là où se trouvait autrefois la Maison Blanche, entourée de marbre brisé, et s'adressait aux survivants par l'intermédiaire d'émetteurs fissurés. « Le général est parti », dit Ramirez, la voix rauque, les yeux cernés par la faim et le chagrin. Mais sa parole demeure. Il nous a dit de veiller à ce que la galaxie se souvienne, et nous le ferons. Il brandit un fusil cabossé, le même que ceux portés par les fermiers et les enfants pendant la guerre. Nous n'étions rien. Un monde de niveau 3, du bétail, comme on nous appelait, et maintenant, les dieux eux-mêmes ont disparu, et nous sommes toujours là. L'humanité est debout. La foule, clairsemée et dépenaillée, leva les poings. Certains pleuraient, d'autres criaient. Le mot leur monta à la gorge comme le tonnerre. Jamais Petrov n'avait pas survécu. Ses os gisaient en orbite, consumés par le soleil noir, mais son œuvre subsistait. Les ingénieurs récupéraient ses plans, ses notes, ses théories, les gravant sur les murs, les mémorisant comme des prières. L'humanité avait hérité d'armes qu'elle comprenait à peine. Des outils dangereux qui pouvaient détruire la galaxie elle-même s'ils étaient réutilisés. Cette question hantait Ramirez et le Conseil des survivants qui dirigeaient désormais la Terre. Les brandirait-il à nouveau ou les enterrerait-il par crainte de ce qu'ils avaient fait? Aucune réponse ne vint. Seul le silence, troublé par les tempêtes. Mais la galaxie écoutait. Lorsque le Conseil mourut,
Leurs sujets le regardèrent, stupéfaits. Sur les mondes esclavagistes, les colliers furent coupés. Sur les planètes conquises, les chaînes furent jetées au feu. L'Empire était tombé, et avec lui, l'illusion de l'invincibilité. Les murmures se répandirent plus vite que les flottes. C'était la Terre, c'était l'humanité. Ils ont tué le Conseil. Certains les ont appelés sauveurs. D'autres, des monstres. On ne pouvait pas faire confiance à une espèce qui avait détruit des dieux. La peur se mêlait à la crainte à la haine. Mais personne ne doutait de la vérité. L'humanité avait réécrit l'ordre de la galaxie. Sur Terre, Ramirez traversait des ruines chaque jour. Il vit des enfants jouer dans les ossatures des gratte-ciel, leur rire léger, mais réel. Il vit des hommes et des femmes planter des cultures dans un sol empoisonné, refusant de mourir de faim. Il vit des survivants graver le nom d'Argrove dans la pierre, dans l'acier, dans la mémoire. Le général était devenu plus qu'un homme. Il était devenu une légende. Celui qui avait dit « non », celui qui avait porté la rage de l'humanité jusqu'aux étoiles. Sa statue se dressait non pas dans le marbre, mais dans les décombres, un simple amas de pierres gravé à son nom. Les survivants y déposèrent des offrandes, des casques, des fusils, des lambeaux d'uniformes, et au-dessus, ils griffonnèrent ces mots. L'humanité ne s'agenouille devant personne. Mais le prix à payer était lourd. Ramirez rencontra des scientifiques qui l'avertirent des dégâts causés. Le soleil noir avait creusé des trous dans l'espace, des blessures qui laissaient échapper tempêtes et radiations. Les voyages à travers les étoiles étaient instables. Les trous de verre s'ouvraient et se fermaient de manière imprévisible. Commerce, communication, exploration, tout était brisé. La galaxie était brisée et la Terre l'avait brisée. Ramirez contemplait les rapports, le cœur lourd. Nous nous sommes sauvés en condamnant tous les autres. Une vieille femme, l'une des rares enseignantes survivantes, était assise en face de lui. Sa voix était basse, son visage marqué par le chagrin, silencieuse, le visage ridé par le chagrin. Mieux valait une galaxie maudite qu'une terre silencieuse? Les semaines se transformèrent en mois. Lentement, péniblement, la vie reprit son cours. Des cultures furent extraites des sols empoisonnés. L'eau fut filtrée des cendres. Des machines furent reconstruites. Des maisons rafistolées à partir de débris. L'humanité avait vécu l'enfer, et maintenant elle vivait dans les ruines. Mais il n'y avait pas de désespoir. Juste une détermination farouche. Un soir, Ramirez s'est adressé aux survivants, rassemblés dans les ruines d'un stade. Sa voix résonnait dans des haut-parleurs cassés. Il pensait que nous allions mourir. Il pensait que nous allions nous agenouiller. Nous leur avons prouvé qu'ils avaient tort. Mais souvenez-vous de ceci. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des sauveurs. Nous sommes des survivants. Et les survivants reconstruisent. Son poing se serra, leva haut. Nous reconstruirons la Terre. Et lorsque la galaxie nous regardera, elle ne verra pas les esclaves. Elle verra l'espèce qui a tué les dieux. Le rugissement secoua les ruines. Bien au-delà de la Terre, dans les colonies dispersées de l'Ancien Conseil, de nouveaux empires commencèrent à s'élever. Certains cherchèrent à s'allier à la Terre, à apprendre de ce monde rebelle qui avait brisé les chaînes. D'autres jurèrent de la détruire, craignant le devenir des humains. Ramirez savait que la guerre allait reprendre. Peut être demain, peut être dans 100 ans. La victoire de l'humanité n'avait pas valu la sécurité. Elle lui avait valu des ennemis, mais elle lui avait aussi valu le respect. Une nuit, seul dans les ruines de Washington, Ramirez grimpa jusqu'à l'ancien bunker de commandement de Hargrove. Il se tenait sur la terre craquelée, les yeux rivés sur le ciel orageux. Il parlait doucement, comme si le général pouvait l'entendre. « On a réussi, monsieur. On a brûlé ces salauds, mais je ne sais pas si on s'est sauvé ou si on a condamné tout le monde. » Le vent hurlait à travers les bâtiments en ruine, charriant poussière et cendres. Ramirez ferma les yeux. Il pouvait presque entendre la voix rocailleuse d'Hargrove dans le silence. « Mieux vaut être damné qu'enchaîné.
Ramiré ouvrit les yeux et murmura en retour. « Oui, mieux vaut être damné qu'enchaîné. » Ramiré ouvrit les yeux et murmura en retour. « Moi, mieux vaut être damné qu'enchaîné. » Des années plus tard, des enfants s'asseyaient dans les ruines et écoutaient les histoires racontées par des vétérans balafrés, des histoires du jour où l'humanité a dit non, des histoires du soleil noir, de la délivrance, du général qui n'a jamais cédé. Les enfants demandaient si le conseil reviendrait, et les vétérans secouaient la tête. « Non, mon garçon, le conseil est parti. L'humanité les a tués. » Les enfants écarquillaient les yeux. Alors, qui règne sur les étoiles maintenant? Et les vétérans répondaient avec un sourire sinistre. Personne, et c'est peu, être ainsi que les choses devraient être. Mais la vérité était plus sombre. Des trous continuaient de déchirer la galaxie. Les trous de verre faisaient rage de manière imprévisible. Des flottes disparaissaient dans des tempêtes. Les étoiles scintillaient de manière anormale. L'humanité avait tué ses maîtres. Mais ce faisant, elle avait déchiré l'univers lui-même. Peu, être qu'un jour, quelque chose de pire que le Conseil surgirait de ses blessures. Et si tel était le cas, la galaxie se souviendrait d'une chose, que lorsqu'on avait sommé la Terre de s'agenouiller, elle avait regardé les dieux dans les yeux, montré les dents et dit non. Ainsi, la saga de l'humanité s'était achevée, non pas dans la paix, ni dans la prospérité, mais dans la survie et la résistance. Une Terre brisée, une galaxie brisée, un héritage gravé dans le sang et le feu. Le Conseil avait disparu. L'Empire était réduit en cendres. Mais l'humanité vivait. Et tant qu'elle vivrait, un mot attendrait toujours quiconque tenterait de l'enchaîner à nouveau. Non.